Nous sommes donc arrivés au dernier quart, la dernière partie du cours de cette année, et il est temps d'aborder le magnum opus de JN, celui pour lequel il est encore connu de nos jours au Japon, et je dirais presque surtout à l'étranger, en tout cas de la part des historiens, des historiens en général et de ceux qui s'intéressent bien sûr au Japon. Bien plus que comme poète, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, la réputation de JN en tant que poète est en train de changer, mais il n'a jamais, bien qu'il ait été, comme je vous l'ai dit, le second poète le plus représenté dans le Shinkokin Wakashu, il n'a jamais eu le prestige d'un poète comme Saigyo, par exemple, ou même Teika, soit pour citer ses contemporains. Et même on l'a parfois accusé, je me souviens encore d'une des premières études modernes qui étaient publiées sur lui, où on le critiquait en tant que Rikutsupoi, n'est-ce pas, comme poète, c'est-à-dire qu'il était trop rationnel en quelque sorte, sa poésie était trop démonstrative. Et nous allons peut-être voir pourquoi en abordant aujourd'hui cette œuvre. D'une certaine façon, je pense pouvoir reconnaître que ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant de lui constituait en quelque sorte une introduction, non pas seulement à son Gukansho, donc qui est le thème de ses prochains cours, mais à sa pensée politico-religieuse, cette pensée qui préside à la rédaction du Gukansho. C'est certainement ce Gukansho un ouvrage majeur dans la pensée historique japonaise, mais c'est une considération a posteriori, parce qu'il faut reconnaître que son immense prestige appartient plutôt à l'époque moderne, à partir du XIXe siècle, bien qu'il ait déjà été étudié, recopié avant Meiji, mais sa position dans l'histoire de la pensée du Japon et de l'historiographie japonaise est moderne. Évidemment, comme on l'a bien compris, le fait d'aborder ce texte n'est pas tout à fait neutre de notre part, puisqu'il s'inscrit bien dans ce thème de la philologie japonaise, que nous considérons comme un axe fondamental de l'évolution de la civilisation japonaise. C'est dans ce cadre que nous aborderons son texte. Je ne l'aborderai donc pas d'un point de vue historique, comme historien, mais comme philologue, et en plus philologue au sens où je l'entends, c'est-à-dire la mise au jour des motivations langagières des auteurs japonais que nous étudions dans leur rapport avec les modèles chinois. Et de ce point de vue, le cas de JN est éminemment intéressant. L'une des raisons de cet intérêt, du caractère exemplaire de son œuvre, est que nous avons la chance, en général, donc, de pouvoir la contempler se déployant dans plusieurs domaines littéraires, chacun nous donnant une clé de compréhension pour sa vision du langage japonais et les causes qui le poussent à le cultiver dans des domaines qui n'étaient pas jusque-là ordinaires pour ce genre d'activité. Nous pouvons donc considérer que le Gukansho est le point d'aboutissement de la vision langagière de JN et voir la transposition dans le domaine de l'historiographie de ce qu'il s'est efforcé consciemment de faire dans la poésie. Nous avons vu comment l'univers intellectuel de JN s'est constitué à partir de plusieurs bases. Il y a bien sûr son origine aristocratique, son appartenance au plus prestigieux clan nobiliaire de l'histoire médiévale japonaise, n'est-ce pas, c'était un Fujiwara, dont nous avons vu que la légitimité politique, son rôle éternel de régence auprès de l'empereur, lui avait été divinement dévolu parallèlement à la mission divine de la maison impériale. C'est bien sûr la vision de JN, mais vous vous souvenez du passage que je vous ai lu du Senjusho, postérieur à JN, du XIIIe siècle, où c'était bien cette notion qui était développée. C'était aussi le plus éminent prélat de l'école japonaise de son époque, et quelqu'un qui est resté dans l'histoire, qui pouvait s'enorgueillir de cette école, l'école Tendai, donc,
qui pouvait s'enorgueillir de se fonder sur l'un des systèmes scolastiques les plus élaborés. Nous avons vu aussi que cela n'était que l'une des composantes de sa vision bouddhique. Les deux autres étaient sa profonde formation dans l'ésotérisme du Tendai d'une part, et surtout, d'autre part, sa foi fervente en l'amidisme, foi fondée sur sa persuasion de vivre à l'époque de la fin de la loi, de Mappo Jidai. Et il ne faut bien sûr pas oublier sa piété à l'égard des dieux traditionnels japonais, puisque ce sont eux qui motivent en quelque sorte, qui justifient, qui légitiment la position de sa maison, de son clan. Bien sûr, il serait abusif de parler dans ce cas de piété shinto, comme on le fait souvent lorsque les Occidentaux abordent le Gukansho. Car nous avons vu au long de ces années qu'à l'époque de Jien, les kami japonais étaient désormais enchâssés de manière inextricable au sein du bouddhisme, à l'aide du dogme du foncier et du vestigiel, n'est-ce pas, le Honji Suijaku. Mais nous avons vu aussi que l'action des divinités dans le monde, telle qu'il se manifestait aussi dans les représentations mythologiques, était d'une importance primordiale pour lui, pour Jien, dans la mesure où c'était dans cette dimension phénoménale, de proximité, pour ainsi dire, que se déployait l'action de la maison impériale. Les dieux étaient donc enchâssés dans le bouddhisme, mais tout spécialement dans le bouddhisme ésotérique. Et nous avons vu comment Jien a élaboré une conception des attributs impériaux qui se déploie sur deux plans, le plan mythologique japonais et le plan symbolique tantrique. Toute cette vision se concrétise dans l'activité poétique de Jien. Nous avons vu comment ces transpositions poétiques, ces altérations des poèmes de Pochuyi, de Hakurakuten et des citations du Sutra du Lotus sont fondées sur la conviction d'une place privilégiée de la langue japonaise auprès et voire au-dessus de la langue chinoise, place justifiée par sa proximité avec la langue et l'écriture brahmique, avec le sanskrit. Ce sont des choses que j'ai montrées il y a plusieurs années, je n'y reviendrai pas. Le dernier texte que nous avons vu, la centurie de Naniwa, Naniwa Hyakushu, n'est-ce pas, nous a montré aussi comment Jien a ordonné sa vision à partir d'un dogme fondamental de la scolastique Tendai, celui des deux vérités, l'authentique et la profane, en utilisant au mieux cette scolastique même, pour qui les deux vérités, dans la doctrine parfaite, le Hengyo, n'est-ce pas, qui est celle du Sutra du Lotus, ne sont pas classées hiérarchiquement en inférieur et supérieur, mais sont intégrées l'une à l'autre. Cela lui permet de redonner à la vérité profane, comme dimension de l'histoire japonaise et donc du gouvernement impérial et du gouvernement des régents, une place qui ne soit pas dégradée, mais parallèle à la vérité métaphysique. Nous l'avons vu, Jien plaçait donc la vérité authentique sous le signe de la loi de Bouddha, Buppo, et la profane sous la loi royale Odo, ou Obo, n'est-ce pas? Nous allons en voir la démonstration aujourd'hui, dans une première partie en tout cas. C'est à partir de cette démarche préliminaire que nous pouvons donc aborder le Gukansho, et nous en ferons d'abord une brève présentation. Pour ce qui est du titre, il ne présente pas de difficulté particulière, si ce n'est pour le troisième terme, mais c'est une difficulté permanente là. Nous pourrions nous amuser à le traduire littéralement par quelque chose comme les commentaires d'un mal comprenant, n'est-ce pas? Le terme très vague de sho, que nous avons déjà rencontré dans le titre du Senju Sho, signifie littéralement copie, puis dossier. Le fait de copier un texte, de recopier un texte, la plupart du temps pour son usage personnel. C'est une nuance dont il faut bien tenir compte. Un usage personnel ou dans un groupe privé, dans un groupe délimité. C'est-à-dire que le sho désigne ce qui n'a pas d'usage officiel. Ensuite, on peut le traduire comme un dossier fait d'extraits de texte pour un usage personnel ou non public, ou bien tout simplement commentaire, n'est-ce pas? Pour ce qui est du Gukansho, je vous donne comme correspondant, si vous voulez, le titre de l'un des ouvrages les plus connus de Shinran. Vous vous souvenez de Shinran, considéré comme le fondateur de l'école authentique de la terre pure, le Jodo Shinshu, n'est-ce pas, qui est mort en 1962. Ce texte, le Gutokusho, date de 1255, donc
une trentaine, 35 ans après, 35 ans à peu près après le Gukansho, et vous voyez qu'il y a le même jeu de mots, enfin le même utilisation dépréciative des mots. Gu voulant dire oroka, n'est-ce pas, so, stupide, celui qui n'est pas pourvu de l'intelligence religieuse avant tout. Et toku, alors dans le cas de Shinran, n'est-ce pas, toku veut dire chauve ici au crâne rasé comme un moine. Et pour ce qui est du Gukansho, donc ce n'est pas le commentaire d'un tuyau idiot, bien sûr. Le kan qui veut en effet dire tuyau vient de l'expression que je vous donne en troisième lieu ici, n'est-ce pas, kuda omote tenho ukagau, c'est-à-dire essayer, tenter d'observer, tenter de mesurer le ciel, de mesurer l'ampleur du ciel en le regardant à travers un tuyau qui n'était pas encore un télescope à l'époque, donc c'est-à-dire avoir une vision restreinte des choses. Donc, que l'on retrouve évidemment dans des termes comme kanki ou bien kanken, n'est-ce pas, ma vision, mon avis, etc. Kanken s'utilise encore à l'époque moderne. Donc, on ne peut donc pas le traduire comme les commentaires d'un mal comprenant, mais on pourrait presque, en démarquant certaines œuvres plus célèbres de ce côté-ci du monde, n'est-ce pas, des notes pour soi-même, n'est-ce pas, Eis Emoton. Et pour notre cours, je propose de l'utiliser, de le traduire de façon pratique par simplement essai sur l'histoire. Essai sur l'histoire japonaise. Vous verrez que c'est, après tout, ce que c'est, avec ce que le terme d'essai comportait à l'origine de modestie. N'oubliez pas que dans les essais de Montaigne, c'est bien aussi un dépréciatif qui est là. Ce n'est pas quelque chose ce n'était pas le reflet d'une réflexion suivie, mais simplement donc des sortes de notes rapides qui étaient pour soi-même aussi au début. Et c'est sur l'histoire japonaise. Alors évidemment, il faut bien faire attention. Le terme d'histoire peut apparaître trompeur puisqu'il ne figure pas dans le titre et il ne faudra pas faire fond sur cette traduction de essai sur l'histoire pour penser que c'était une réflexion décidément sur l'histoire, mais nous verrons qu'il y a quand même plusieurs traits de la présentation de JN qui font que ce n'est pas tout à fait trompeur quand même de le traduire ainsi. Ça ne trahit pas l'esprit de l'œuvre. Nous savons que cet essai sur l'histoire est la dernière grande œuvre de JN. On la date de 1219 ou 1220, avec des ajouts postérieurs destinés, je vous l'ai déjà dit, destinés à mettre le texte à jour après les événements de 1221. Il s'agit donc d'une réflexion sur l'histoire japonaise menée par une personne qui était étroitement impliquée, à la fois comme individu parvenu aux plus hautes charges ecclésiastiques et comme membre de l'un des plus anciens clans associés au pouvoir. Il ne sera pas exagéré de dire, si l'on veut sauter dès maintenant à la conclusion, que la réflexion mise en œuvre dans cet essai suit très étroitement les idées qui ont été exprimées de manière plus poétique dans la centurie de Naniwa. Et nous en verrons tout à l'heure comme preuve, pourrait-on dire, une remarquable conjoncture textuelle qui éclaire en même temps l'intention qui préside à la rédaction de l'essai. Et bien entendu, je vous l'ai déjà dit et nous le reverrons, cette réflexion sur l'histoire est centrée sur l'époque de JN. Il fait ses réflexions pour répondre à la crise qu'il est en train de vivre. Déjà, nous l'avons vu pour la centurie de Naniwa, qui était juste avant l'assassinat de Sanetomo. L'essai sur l'histoire démarre, si l'on accepte 1219, démarre après l'assassinat de Sanetomo. La crise qui va se dénouer en 1221 avec l'effondrement de la dernière tentative impériale de reprendre le pouvoir et le départ pour l'exil, un exil consacré à la poésie d'ailleurs de l'empereur Go-Toba. Tout indique donc que ce texte a été écrit dans la précipitation. Si l'on peut penser que la centurie de Naniwa
a été rédigé juste avant l'assassinat de Sanetomo, au début de l'année 1219. Dans notre calendrier, ça correspond à peu près au mois de février 1219. L'essai a eu certainement comme point de départ cet événement tragique, qui venait mettre à mal l'équilibre si péniblement gagné après l'établissement du Bakufu de Kamakura. Ici encore, comme dans la Centurie, nous aurions un exemple du caractère hâtif des compositions de J.N. Vous vous souvenez que dans la Centurie, il disait bien, enfin, il l'a fait en 4 jours à peu près. Mais nous voyons aussi, il y a un caractère hâtif dans la rédaction, mais pas dans la réflexion. Nous voyons qu'il s'agit en réalité de la continuation d'une réflexion qui avait commencé au moins avec sa relation d'un rêve, le Musoki, rédigé en 1204 et remanié en 1209. Nous aurions donc ici les dernières traces, les derniers vestiges d'une pensée qui s'est développée de façon continue, parallèle à la présence de Jien aux côtés de l'empereur retiré Go-Toba. Précipitation peut-être, mais cela n'empêche pas l'ambition du propos. Il est clair que Jien a l'intention, dans cet essai, d'aller au-delà de ce que la littérature japonaise de son époque comportait dans le genre historique. Et cela, nous le reverrons dans 2 cours, c'est tout à fait démontrable. Il est impossible d'en faire ici même l'esquisse, mais il nous faut malgré tout en toucher un mot pour une réponse fort simple. Le silence que Jien lui-même entretient à ce sujet, c'est-à-dire le genre historique japonais avant lui, de langue japonaise avant lui. Nous verrons en effet qu'au début du 7e et dernier livre, il fait un bref tour d'horizon de la littérature historique chinoise et japonaise afin de mieux situer son propre travail dans cet horizon prestigieux. Nous en remettons donc à plus tard l'examen, mais remarquons d'emblée que Jien ne prend en considération, en Chine bien sûr, mais au Japon aussi, que les seuls textes rédigés en chinois classique et en sino-japonais. Il ne fait nulle mention des genres littéraires historiques et para-historiques, si vous m'autorisez l'expression, qui fleurissaient au Japon depuis près de 3 siècles. Il s'agit d'un genre, si l'on peut me permettre une idée un peu personnelle, que je ne chercherai pas à défendre outre mesure, qui avait été préparé par les grands textes littéraires tels que le Utsuho Monogatari, n'est-ce pas, Utsubo Monogatari, et le Genji Monogatari, qui sont certes des œuvres d'imagination, surtout le premier, mais qui se déroulent dans les milieux de la cour, avec des descriptions de rivalité, certes mineures au regard des textes narratifs historiques, mais qui sont au moins une partie du décor de commun avec eux. Nous pourrions nous amuser à faire une sorte de lecture du Genji comme texte historique. Et n'oubliez pas que cela a été fait. Vous vous souvenez de la réflexion d'un empereur à qui on avait fait une lecture des premiers chapitres du Genji, qui a dit « Mais cette dame connaît bien l'histoire ». C'est-à-dire que dès le vivant de Murasaki Shikibu, son texte a été... Il était à la fois lu, comme vous le savez, dans le Sarashina Nikki, un peu comme des livres de la collection Harlequin, maintenant par une petite fille de 13-14 ans, et de l'autre côté, des gens de la cour disaient que c'était une réflexion sur l'histoire déjà. Donc ce n'est pas aussi absurde que cela. Cela, bien sûr, cette communauté d'ambiance est aidée par l'étroitesse du milieu qui est décrit. Que ce soit dans la romance amoureuse ou les querelles de succession, le centre est la cour impériale, Miyako, n'est-ce pas, et le Dairi et le Miyako, et les divers clans et intérêts qui s'y affrontent. Il ne faut pas non plus oublier la littérature des notes journalières, les nikki en japonais, n'est-ce pas, qui ont préparé les instruments linguistiques appropriés à la description la plus raffinée de ce milieu. C'est pourquoi l'on ne peut dire que le genre des romances historiques, ainsi que je traduis le terme de Rekishi Monogatari, soit issu du néant. Il est apparu peu à peu au cours des siècles, et l'on constate avec intérêt qu'il prend la suite des 6 histoires impériales. Voici un bref résumé des grands textes. C'est un terme moderne, n'est-ce pas, le terme de Rekishi Monogatari. Mais il apparaît avec le Eiga Monogatari, qui est
qui est une sorte, on l'a souvent comparé d'une part au Genji Monogatari, il était aussi l'œuvre d'une poétesse, c'est pas enfin, bon, je vous donne ici les idées les plus reçues en ce moment. Mais il est intéressant que ce soit l'œuvre d'une poétesse, mais il est centré sur un personnage historique, Fujiwara no Michinaga, n'est-ce pas? Et vous voyez que la première partie suit d'un an la mort de Michinaga. Vous avez ensuite les Okagami, Imakagami, Mizukagami. Le Mizukagami est quasiment contemporain de Jien. Il a été rédigé autour de 1195. Et toutes ces romances, c'est l'Ekishi Monogatari, qui est un terme moderne, n'est-ce pas? Ce n'était pas appelé comme cela à l'époque, ont en commun d'être écrits en japonais et non plus en chinois. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le style est dans le prolongement des monogatari. C'est pas que, donc, il est bien défini comme un genre historique de langue japonaise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait suite, ce genre des Rekishi Monogatari font suite, pourrait-on dire de façon presque superposable, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle les 6 histoires officielles du Japon, les Rikkokushi, qui vont, je ne m'appesantis pas là-dessus, mais qui vont qui vont du Nihon Shoki, bien sûr, de 720, au Nihon Sandai Jitsuroku de 901. Ce sont des histoires rédigées en chinois classique, en kanbun, et motivées officiellement. C'est le parallèle, en quelque sorte, des anthologies poétiques sino-japonaises, n'est-ce pas, qui précédaient les anthologies poétiques japonaises. Nous pouvons faire vraiment un parallèle des deux. Et vous voyez que le Nihon Sandai Jitsuroku est daté de 901. La mort de Michizane, le grand poète et spécialiste du sino-japonais, est de 903. N'est-ce pas, c'est les derniers feux de la grande littérature sino-japonaise. Et 905, comme vous le savez, c'est le Kokinshu, c'est-à-dire la première anthologie officielle de langue japonaise. Vous voyez à quel point, dans l'histoire comme dans la poésie, nous voyons un tracé parallèle. Et d'ailleurs, il faudra attendre l'époque d'Edo pour retrouver de grandes entreprises historiques écrites en chinois, n'est-ce pas, le Dai Nihonshi, le Dai Nihonshi d'un côté, et vous avez aussi, du point de vue non officiel, le Nihon Gaishi, n'est-ce pas. Tout cela, c'est à l'époque d'Edo. Mais après, à partir de l'époque de Heian, ce sont les Rekishi Monogatari qui l'emportent. Et à côté des romances historiques, dans ces Rekishi Monogatari, nous avons aussi un genre fort proche, connu de l'histoire moderne sous le nom de romances militaires, les Gunki Monogatari. Mais leur plein essor doit suivre l'époque de Jien. Nous ne nous y arrêterons donc pas. Ce qu'il fallait souligner, évidemment, le Shomonki précède Jien, mais il est écrit dans un style macaronique, n'est-ce pas? Nous avons pas lieu de nous y arrêter. Le Hogen Monogatari et le Heiji Monogatari sont plus proches, voire contemporains, tout près de l'époque de Jien pour le Hogen Monogatari et le Heiji Monogatari, mais il n'est pas sûr que c'est précédé Jien. Donc il était normal qu'il n'en parle pas, si vous voulez. Alors qu'il aurait pu très bien parler, dans cette présentation du 7e livre, des Rekishi Monogatari. Il convient donc de se demander pour quelles raisons il pensait ne pas avoir de prédécesseur en langue japonaise et en quoi il estimait que son essai sur l'histoire différait suffisamment des romances historiques pour se situer dans le prolongement des histoires chinoises et sino-japonaises. C'est ce qu'il fait consciemment, n'est-ce pas? Il faut peut-être chercher l'une des réponses dans la structure même de l'œuvre. Elle comporte 7 livres, cet essai sur l'histoire, mais ainsi que le rappelle Osumi Kazuo, le grand spécialiste dont je vous ai déjà dit quelques mots et à qui nous devons une très bonne traduction en japonais moderne du Gukansho,
Donc, ainsi qu'il le rappelle dans sa postface, le JN en a commencé la rédaction par le 3e livre. Il est allé du 3e jusqu'au 6e livre. Dans ces 4 livres, il suit à la fois le déroulement de l'histoire, tout en ajoutant ses commentaires personnels, fondés sur ses conceptions bouddhiques et destinés à définir un équilibre entre les 2 dimensions de la réalité. Je reviendrai bien sûr là-dessus dans 2 cours. Le 7e livre est à mettre à part. Il s'agit d'une sorte de compendium de ses idées, dans lequel il aborde aussi la question de la langue dans laquelle il écrit. On comprend bien que c'est cet aspect qui nous attirera en premier lieu dans le contexte de notre enquête. Et nous l'aborderons plus tard. Mais les premiers et 2e livres ont été ajoutés par J.N. après la rédaction des autres. C'est-à-dire, il a commencé par le 3e, mais il a ajouté ensuite les 2 premiers. Et c'est intéressant du point de vue formel, parce qu'ils contiennent les listes des souverains chinois d'abord et japonais ensuite, en faisant aussi un excursus à partir de la création du monde, n'est-ce pas? Comme dans les histoires chinoises et japonaises anciennes, les histoires sino-japonaises. On part de la création du monde avant d'arriver à l'époque historique. C'est un ajout significatif. L'intention de J.N. était de rédiger, alors l'intention a posteriori, après avoir commencé son travail, était de rédiger un véritable texte historique à la chinoise, qui fasse à la fois état des faits, mais établisse en même temps une pensée de l'histoire, trouve un ordre caché sous la diversité et la singularité des faits. On sait que selon une opinion assez répandue, qui a été prônée par pas mal de gens, le fait que le pouvoir japonais ait renoncé de l'époque de Heian à l'époque de Edo, après les Rikkokushi donc, à veiller, comme en Chine, à la rédaction d'histoires officielles, serait dû à la conviction inébranlable de l'unicité de la maison impériale, depuis sa validation par la déesse Amaterasu en la personne de son petit-fils Ninigi no Mikoto, à qui elle confia les 3 joyaux, n'est-ce pas, nous en avons déjà parlé, joyaux qui furent transmis à l'arrière-petit-fils de ce dernier, l'empereur Jimmu, qui était le premier empereur japonais. Il n'est donc pas question, dans la vision japonaise, de faire de l'historiographie une sorte d'exposé des raisons de la grandeur et de la décadence d'une dynastie, remplacée ensuite par une autre dynastie, à qui le mandat céleste, Tenmei, n'est-ce pas, le mandat céleste, aurait été transféré. On peut dire, en revanche, que J.N. se trouve confronté, de par l'époque de bouleversement dans laquelle il vit, à la question de la légitimité de la lignée impériale. Il se retrouve en quelque sorte dans un contexte chinois, historique chinois. Nous avons vu combien cette question était liée, dans le commentaire qu'il fait de son rêve, à celle de la bonne transmission des 3 trésors. Ce qu'il tente de faire dans son essai sur l'histoire va donc bien au-delà de ce que l'on trouve dans les romances historiques. Ce n'est pas la relation des faits telle qu'on la trouve dans les romances, même si elle peut s'accompagner d'une phraséologie bouddhique très bien articulée, et c'est encore plus vrai dans les Gunki Monogatari, comme le Heike Monogatari, n'est-ce pas, vous le savez bien. Ce n'est pas cela qui est sa préoccupation fondamentale. C'est de trouver une clé de compréhension qui permette de rendre compte de l'évolution historique. Il pense l'avoir trouvé dans un terme qu'il emploie sans cesse tout au long de cet essai. C'est ce terme qui fonde sa conviction de faire œuvre radicalement autre que les romances et fonde sa conscience de se placer dans la grande tradition historiographique chinoise. Ce terme, c'est Dohori, le principe, la raison, on pourrait dire la raison historique, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Ainsi, l'emploi que fait J.N. de la langue japonaise, s'il peut se comparer superficiellement avec ce qui s'était écrit avant lui dans les romans historiques, est à ses yeux résolument novateur. Il ouvre en langue japonaise le monde de la réflexion sur l'histoire, au-delà de la narration héroïque ou sentimentale. Je vous propose de suivre quelques-unes de ces réflexions dans les 3 cours qui vont suivre. Nous verrons aujourd'hui la première partie d'un texte important qui ouvre le livre 3 et présente sa conception du rôle du prince Shotoku dans sa vision de l'histoire japonaise. Nous aurons ici, sous une forme développée, ce qui avait été présenté en poème dans la Centurie du Lotus. Plongeons-nous donc immédiatement dans cette lecture, en commençant par la partie où J.N. va exposer l'articulation des 2 lois, les deux axes de l'histoire du bouddhisme au Japon. C'est évidemment la loi bouddhique et la loi royale, Buppo et Obo.
Avant cela, je reviendrai là-dessus, mais je dois vous dire que j'ai trouvé pour ce cours un site très intéressant sur l'Internet que je vous donnerai peut-être, j'essaierai de le signaler quelque part, qui est une transposition en hiragana du texte du Gukansho, qui est malheureusement pour nous écrit en katakana et de façon très très ardue à lire. Le texte en katakana qui suit la version de l'Iwanami Bunko qui était très très bonne se trouve aussi sur l'internet. Mais évidemment pour la facilité de lecture, je vous donne cette transposition ici. Il y a parfois des erreurs. Je me suis efforcé de les corriger tacitement. Il y en a peut-être quelques-unes qui m'ont échappé, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile à lire avec cela. Je vous ai parlé de la traduction en langue japonaise moderne de M. Osumi Kazuo, n'est-ce pas, qui est dans la collection Gakujutsu Bunko de ce très bon éditeur qui est Kodansha, n'est-ce pas? Et vous avez aussi une traduction en anglais faite par deux personnes. Je vous donnerai la référence la prochaine fois. Messieurs, les professeurs Ishida et Richard Brown, publié en 1979 sous le titre de The Past and the Future. C'est une entreprise très intéressante qui est un peu déroutante pour... enfin, c'était des choses qu'on ne pouvait pas encore faire à l'époque. C'est-à-dire que le monsieur Ishida, qui est un grand spécialiste le professeur Ishida, qui est un grand spécialiste du Gukansho, en a fait une version en japonais moderne qui a été traduite par Richard Brown, n'est-ce pas? C'est-à-dire, donc, c'est une traduction d'abord en japonais moderne et ensuite en anglais, mais qui est quand même tout à fait digne de confiance, avec beaucoup de notes, d'annotations. C'est tout à fait intéressant. Vous en trouvez une bonne partie aussi sur l'Internet. Donc, pour ceux qui veulent approfondir, ils peuvent aller à partir de ça. Vous verrez, j'y reviendrai, que le style de JN est un peu, en prose en tout cas, est un peu déroutant. Je vais m'efforcer, la traduction que je vais vous donner suit le texte le plus près possible alors que ce n'est pas le parti pris de traduction de M. Osumi est très intéressant puisqu'il a justement décidé de rationaliser le texte en le traduisant, c'est-à-dire qu'il remet les phrases dans l'ordre qui lui semble le plus rationnel. Les traductions de Ishida Brown sont elles aussi plus lisses en quelque sorte. Je vous en donne ici quelque chose de plus littéral pour que vous suiviez mieux sa réflexion et en même temps c'est le reflet vraiment du mouvement de sa pensée. C'est un texte qui a été écrit rapidement. Donc voici ce texte que je prends à peu près au premier tiers du livre 3, n'est-ce pas? Ensuite, Sonogo, après la transmission du bouddhisme, n'est-ce pas? Buppo Watari Nadoshite, il devint peu pratique de gouverner. Alors là, c'est quelque chose que l'une des phrases qui fonde sa réflexion. Il devint peu pratique de gouverner l'empire pour le seul souverain. Kokuo bakari wa jitenka. Alors est-ce qu'il faut lire ici jitenka ou bien amanoshita o shiroshimeshi ni fusawashi gatakute. Il devint inadéquat, fusawashi kunai, n'est-ce pas? Peu pratique pour le seul souverain, kokuo. JN emploie kokuo comme synonyme de tenno, côté, etc. N'est-ce pas? Et il y a parfois un élément de valeur. C'est le terme le plus neutre qu'il ait pour désigner l'empereur en japonais. Aussi, alors que le prince Shotoku devenait prince héritier, en réalité, il devient Togu, n'est-ce pas? Ici, le Niwatachi Nagara, dès qu'il devint prince héritier, en réalité, il devient régent, n'est-ce pas? Il devient régent de l'impératrice Suiko, qui était sa tante. Et n'oubliez pas que l'impératrice Suiko, je vous l'ai dit la dernière fois, était du clan des Soga, qu'on va voir. Donc, et c'était l'épouse de... Et là aussi, quelque chose qui va alimenter la réflexion
de Jien que nous verrons la semaine prochaine, c'était aussi la demi-sœur de son époux, de son mari, l'empereur Bidatsu. Nous ne sommes pas en Égypte, c'était quand même quelque chose d'un peu choquant, n'est-ce pas? Je rappelle que Suiko est né en 554, qu'il a accédé au trône en 593 et qu'elle est morte en 628, alors que Bidatsu, lui, est mort en 585, n'est-ce pas? Elle monta sur le trône à la mort de l'empereur Sushun, donc là aussi ça va être, dont vous voyez le nom à la 4e ligne, n'est-ce pas, Sushun Tenno, qui est mort en 592, assassiné par Soga no Umako. Tout ça, c'est l'arrière-plan de cette histoire. Donc c'est là-dedans, dans ce contexte, donc, lorsque le prince Shotoku devenait prince héritier, alors, l'empereur, vous voyez qu'il met Suiko Tenno, c'est-à-dire qu'il emploie le mot Tenno sans distinguer le sexe du souverain. Et ensuite, il précise Jote Nite, l'empereur Suiko, qui était impératrice, assura un règne de 36 années, un règne très long. Alors là aussi, bon, je ne vais. D'ailleurs, il va en reparler plus tard. On pense que c'était le fait de mettre une impératrice, ce qui s'est trouvé dans l'histoire japonaise. Nous avons plusieurs exemples d'impératrices, mais ici, l'une des raisons qui aurait poussé à ce choix, c'était justement d'apaiser les conflits qui était à l'époque, mettre un homme aurait été trop agressif en quelque sorte. Donc, quand survint le meurtre de l'empereur Sushun, elle gouverna l'État, je pense que le sujet c'est Suiko, alors que le prince Shotoku, lorsqu'il était âgé de 16 ans, s'allia avec le grand ministre Soga no Umako pour combattre le ministre Mononobe no Modiya, mécontent de la réception du bouddhisme. Et sa défaite, n'est-ce pas, Tatakai Ushinaite, sa défaite, permettant l'essor de la loi bouddhique, Buppo Okoshi Hajimete, et qui dès lors put prospérer jusqu'à nos jours. Vous voyez, n'est-ce pas, Yagate Imani Itaru Made Sakarinari. Donc, en quelques mots, il esquisse l'histoire du Japon selon son idée. L'histoire du Japon, après la transmission du bouddhisme, le gouvernement du Japon ne pouvait pas être assuré par un seul empereur maniant la loi royale, puisqu'il y avait la loi bouddhique à côté. Il fallait donc une vision, une administration parallèle des choses. Et le meurtre de Sushun, là nous sommes presque dans un élément tragique, le meurtre de l'empereur Sushun va assurer l'essor de la loi bouddhique au Japon. C'est quelque chose d'extrêmement paradoxal pour un bouddhiste comme Jien. Donc c'est ainsi que Jien résume en quelques lignes les événements ayant marqué la fin du VIe siècle japonais, les péripéties de l'adoption du bouddhisme en provenance du royaume coréen de Kudara, et surtout que cette adoption s'est faite sur un meurtre. Nous avons vu que l'un des premiers poèmes de la centurie de Naniwa faisait allusion à Mononobe no Moriya, n'est-ce pas, avec un calembour dépréciatif. Moriya, n'est-ce pas, vous vous souvenez, il l'interprétait comme la maison qui fuit, Moreru Ie, qui est Moriya étant l'archi-ennemi du bouddhisme pour Jien. Mais le fait demeure que la victoire du bouddhisme, Moriya bien sûr était tué aussi plus tard, mais le fait demeure que la victoire du bouddhisme fut assurée par le meurtre de l'empereur Sushun de la main de Soga no Umako, qui resta dès lors aux côtés de Shotoku Taishi pour gouverner l'empire. C'était en quelque sorte non pas un homme de l'ombre, mais il était derrière Shotoku Taishi, assurant la régence de l'impératrice, qui était pourtant assez grande pour gouverner toute seule, mais bien sûr, ce n'était pas ainsi que les choses se sont passées. Bien sûr, Jien ne peut passer un tel crime que sous silence. Voici la suite de ce texte. Alors que l'empereur Sushun fut tué par le grand ministre Umako, celui-ci n'en reçut
nul blâme, daiji, skoshi no toga mo okonawarezu. Et même, chose étonnante, cela a été vu comme un acte de bien. Yokikoto o shitaru te nite sateya mitaru koto wa ikani tomo. Et les gens d'autrefois l'ont certainement justifié, l'ont certainement jugé justifié, c'est-à-dire ayame satashi okubeshi. Il faut le considérer comme une chose justifiée. Ayame veut dire jori, n'est-ce pas? Jori est un synonyme mineur, plus terre-à-terre, de dori. Nous avons en tout cas une évocation, un rappel du mot de dori, le principe. Ayame sata, donc, c'était quelque chose qui n'était pas sans raison. Donc vous avez Mukashi no shito mo koreo ayame sata shi okubeshi. Et ima no shito mo, n'est-ce pas? Mata koreo kokoro ubeshi. Et les modernes doivent aussi le comprendre de cette façon. Au Japon, alors le toji, là, je pense que ça veut dire de nos jours, n'est-ce pas? Nihonkoku ni wa toji, koku o koroshimae. Oui, c'est dit de façon assez crue, n'est-ce pas? Koroshimae la setaru koto wa o kata nashi, n'est-ce pas? Donc, de nos jours, le meurtre d'un souverain est chose généralement inconnue. C'est pas ce qui se fait d'habitude, n'est-ce pas? C'est même un pays, Kuninari, où il est formellement interdit de le perpétrer. Mata, arumajito, shishito. Shishi, c'est l'adverbe shishito est volontiers employé par JN, n'est-ce pas? Ce n'est pas très littéraire, mais ça veut dire zettaini kibishiku, n'est-ce pas? Il est formellement interdit de le perpétrer. Il n'y eut dans ce cas que ce souverain et l'empereur Anko. Bon, sur l'empereur Anko, qui avait été un empereur dans la partie semi-historique de l'histoire japonaise du 5e siècle, n'est-ce pas, qui était mort de la main du prince Mayuwa no O, âgé de 7 ans. Parce que Anko avait fait assassiner l'oncle de Mayuwa afin d'épouser sa femme. Jien fait une brève digression là-dessus, mais nous la passons pour revenir au raisonnement de Jien. Alors là, c'est un véritable plaidoyer, n'est-ce pas? Ce meurtre de l'empereur Sushun fut causé parce qu'à l'époque, persuadé par des rumeurs, n'est-ce pas, alors persuadé par des rumeurs que l'empereur pensait à le tuer, c'est la thèse reçue et qui est donc déjà reçue à l'époque de Jien, le grand ministre prit les devants et tua son souverain, n'est-ce pas? Sono otomi no koku o koroshi maeda seta nite adi. Tua son souverain. Fallait-il pour autant ne pas lui imputer la moindre faute, toga, n'est-ce pas, et le traiter avec indulgence, tsura toshite. Et cependant, parmi ses alliés se comptait le prince Shotoku. Sono nakanimo se comptait le prince. Et vous verrez tout à l'heure, il va bien employer le mot mikata et l'expression kokoro shitotsu, n'est-ce pas? Comment se fait-il que le prince ne lui en tint pas le moindre grief, onsata mo nakute, et que sans autre forme de procès, n'est-ce pas, yagate, il fit alliance avec Umakoto shitotsu kokoro nite owashi mashikeru zoto. C'est ce que l'on a du mal à comprendre. Yoni kokoro enukoto nite aru nari. Yo, dans le monde, n'est-ce pas? Or, depuis, il n'y eut personne pour en faire un exemple à suivre dans un cas similaire, n'est-ce pas? Ce meurtre exemplaire n'a jamais été considéré. Nous ne sommes pas dans la somme de saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas, où il donne où il justifie le meurtre du tyran, n'est-ce pas? On n'est pas du tout dans le même contexte. Cela ne s'est pas répété. Le plus de la dernière ligne signifie simplement que c'est répété, n'est-ce pas? Tsuya tsuya tonashi. En tant que moine, Jien ne peut bien sûr que se poser la question de la légitimité d'un meurtre, d'autant plus abominable qu'il concernait la personne impériale. Cette réflexion va le mener à approfondir le rapport entre les deux lois.
Konokoto Fukaku Anzuru ni, n'est-ce pas? À y réfléchir plus profondément. C'est lui, c'est JN, vous avez vu depuis son journal du rêve, sa relation du rêve, n'est-ce pas? Il médite sur sa position et l'état de la politique japonaise. La seule conclusion, n'est-ce pas? Tadasen wa, la seule conclusion est qu'il faille protéger la loi royale par la loi bouddhique. Bupponite obo wo obo oba mamoran zuruzo. C'est la loi royale, donc, est fondée, Mamoru ici veut dire protégée, bien sûr, mais aussi fondée en légitimité. En effet, cette affaire est là pour démontrer, Arawasan Ryo, n'est-ce pas, le principe que sans loi bouddhique, dès lors que la loi bouddhique a été transmise au Japon, la loi royale ne saurait exister. Obo e aru majiki zo toyu kotowari. Et le mot kotowari, le mot kotowari est bien là, n'est-ce pas? Et vous allez voir tout de suite dans la foulée, kotowari o arawasan ryo to mata mono no dori ni wa ite keiju no aru o, etc. Vous voyez que kotowari et dori, pour lui, sont quasiment synonymes. De plus, dans le principe des choses, mono no dori nite, existe un rapport déterminé de grave et de léger. Et l'on renonce au léger, karoki o tsuruzo, selon la situation, omomuki ni tsukite. Omomuki veut dire la situation, la teneur, la portée des événements. Nous allons aussi le revoir tout à l'heure. C'est un mot très important, c'est JN. C'est à la fois l'intention des acteurs et la situation telle qu'elle se trouve portée par le vent de l'histoire, pourrait-on dire. Et ici, il dit, alors vous voyez, la phraséologie est très empêtrée. Kono kotowari to kono ni ou futatsume, wo, ici, shitoto arawaka, alors, ici, il faut lire, il y a une petite, excusez-moi, il faut corriger arawaka saretaru en arawasaretaru, n'est-ce pas? Le cas est de trop. Je n'ai pas eu le temps de le corriger ici. Donc, le premier principe et le second ont été clairement manifestés. Encore une fois, kishi, n'est-ce pas, manifestés. Le premier principe, donc, c'est le dori général, le dori parfaitement légitimé dans les choses graves. Et vous avez ensuite les choses légères, les choses moins graves, qui constituent en quelque sorte un sous-principe. Là encore, c'est ce que l'on peut dire du contexte. Et si l'on se demande à qui il appartenait de les manifester, ces deux principes, puisque ce fut au prince héritier Shotoku, Kannon no Keshin, corps de transformation de Kannon, qu'il échut de les manifester, je reprends mot à mot, n'est-ce pas? Nous pouvons comprendre qu'il en est forcément ainsi. C'est le fait, cette dépendance des deux lois et la légitimité des actes graves commis au nom d'une des deux lois, c'est légitimé par le fait que Shotokutashi est la manifestation d'Avalokiteshvara. Nous voyons apparaître à la lecture de ce passage un terme fondamental. Alors là, je suis obligé de faire une petite digression et nous reviendrons après au propos. Celui de dori, dont nous constatons aussi qu'il l'utilise comme parfait synonyme de kotowari. Ici, nous en avons un exemple bien précis, n'est-ce pas? Avant d'aller plus loin, il faut s'arrêter un instant sur ce mot. Remarquons tout d'abord qu'il appartient encore maintenant au vocabulaire abstrait usuel, ce que j'appelle le vocabulaire abstrait général, des langues sinoïdes ou sinoglossiques, n'est-ce pas? En particulier le japonais et le chinois. Par exemple, l'un des meilleurs dictionnaires japonais-français qui soit, le dictionnaire de Cesselin, n'est-ce pas, un vieux dictionnaire paru en 1935, mais qui est indispensable pour tous ceux qui lisent la littérature japonaise moderne, de l'époque de Meiji.
du début de Showa, n'est-ce pas? Le Cécilien donne raison, justice, doctrine, vérité, loi, droit, principe, bon sens. Et le grand dictionnaire de la langue chinoise, qui est le dictionnaire de Ricci, donne, lui, principe admis, norme à suivre, raison du bon sens, caractère de ce qui est normal ou raisonnable, etc., etc., motif ou raison d'être. Et c'est un de ces termes chargés de sens qui invite presque naturellement à la réflexion philosophique en raison de sa longue histoire. L'une des plus anciennes attestations se trouve dans le Chuangzi, le Shouxi, n'est-ce pas, l'un des deux grands classiques du taoïsme chinois et en même temps l'un des grands classiques chinois tout court. Au dernier chapitre de la seconde partie, n'est-ce pas, le chapitre Tianxia, Tenka, n'est-ce pas, alors là c'est à prendre au sens de sous le ciel, le monde en général, où le sens semble assez clair, alors que l'auteur parle de l'un des sages qu'on pourrait appeler taoïste, enfin l'un des sages de son époque, Shentao, n'est-ce pas, c'est-à-dire Shinto en japonais, il dit de lui, vous voyez que alors en chinois c'est plus facile, Ling Tai Yu Wu, Iwei Dao Li, n'est-ce pas? Alors, mono ni reitai suru koto wa motte dori to nasu, qu'on pourrait traduire par il avait pour principe de conduite Daori, Dori, de se laisser aller au gré des circonstances des êtres. C'est presque le homomuki que nous avons là, n'est-ce pas? Alors, quel que soit le sens donné à Lingtai, n'est-ce pas, à Reitai ici, on voit que Dori signifie la raison ou le principe qui règle la conduite. On peut considérer que les deux caractères sont soit dans une simple, alors do et di, n'est-ce pas, sont soit dans une simple relation de juxtaposition, voie et principe, se renforçant alors mutuellement, soit dans une relation de détermination, le principe de la voie, impliquant une certaine secondarité de do par rapport à di. Bien évidemment, cette relation peut changer selon le contexte, selon le contexte, n'est-ce pas? Le même terme est aussi souvent utilisé pour la traduction de textes bouddhiques, le terme de Dori. L'un des Loki classici en est le Sutra du déliement des profonds mystères, le Geijin Mitsukyo, que je vous donne ici, et qui est repris dans le traité des terres des maîtres du yoga, le Yuga Shijilon, n'est-ce pas, ou Shichilon parfois utilisé, qui est l'un des textes, qui sont des textes très cultivés dans l'école Hosso, n'est-ce pas, Hossoshu, qui n'est pas le Tendai, bien qu'il ne soit pas inconnu du Tendai, surtout le Yoga Shichilon, mais ce sont quand même des textes assez connus et on peut vraiment penser que que JN était au courant. Et vous voyez que dans les deux textes, les deux textes distinguent 4 daori, n'est-ce pas, 4 modes d'être par lesquels on peut appréhender les choses. C'est-à-dire c'est la façon à la fois dont les choses se conduisent et en donnant une prise à la réflexion. Et vous voyez que ces 4 modes d'être, le premier c'est le Kandai Dori, n'est-ce pas, qu'on pourrait traduire par le relatif, et chez certains commentateurs, donc le mode d'être relatif, et chez certains commentateurs, cela est associé aux deux vérités, la vérité authentique et la vérité profane, vulgaire, n'est-ce pas. Ensuite, vous avez l'appréhension par les effets, n'est-ce pas, Sayu Dori, c'est-à-dire les Inga, n'est-ce pas, les relations causales. Ensuite, vous avez, tout ça peut s'appliquer à JN, n'est-ce pas, la relation par la démonstrative en quelque sorte, Shoujo Dori, n'est-ce pas, qui est l'appréhension, la compréhension, le mode d'être qui apparaît par l'examen rationnel, c'est-à-dire logique. Et puis, vous avez le dernier qui est Honi Dori, l'appréhension par l'essence de ce que l'on essaye de rendre compte, n'est-ce pas? Et par exemple, l'exemple, c'est évidemment la chaleur et le feu. Donc le feu impliquant la chaleur.
Et ce Honi, vous allez le voir, nous allons le retrouver d'un certain côté dans un instant. Nous l'avions déjà vu, mais je reviens là-dessus. Donc nous l'avons, je reviendrai là-dessus dans un instant, cette appréhension par l'essence des choses. Nous l'avons déjà dit, le terme de Dori se trouve 124 fois dans l'essai sur l'histoire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un concept fondamental pour JN. Mais il est si souvent utilisé qu'il en vient presque à ne plus rien signifier. Mais justement, s'il faut lui trouver un sens, c'est la rationalité profonde qu'il trouve ou qui doit se trouver dans les péripéties politiques de chaque époque, de celle de Shotoku Taishi jusqu'à la sienne. C'est une rationalité ou une motivation rationnelle qui guide les actes de chacun, mais aussi l'ensemble du monde des hommes. Nous voyons aussi que dans la citation canonique, la première et la quatrième sorte de Dori, et même la troisième, semblent bien convenir à la conception que s'en fait JN, n'est-ce pas ? La première, c'est la relation entre les deux, n'est-ce pas ? Et vous avez ici vraiment Obo et Ho-Obo, n'est-ce pas ? C'est bien le kantai, n'est-ce pas ? Littéralement se regardent mutuellement, n'est-ce pas ? Se regardent l'une et l'autre. Et la quatrième, par l'essence. Mais mieux encore, nous avons la chance d'avoir une rencontre textuelle tout à fait éclatante et indéniable qui va nous démontrer, c'est vraiment un shoujo dori, n'est-ce pas, comment cette notion s'articule chez JN. Tout d'abord, nous avons au livre 7 un long passage sur lequel je reviendrai peut-être l'une des deux prochaines fois, mais là je ne vous donne simplement que le début, un long passage dans lequel il va distinguer 7 modalités d'opération du dori dans l'histoire. Voyons-en dès maintenant le début. De cette façon, kono yonite, yono dori no utsuri yuku koto o tatemu ni wa ne, issai no hou wa tada dori to iu futamoji ga motsu nari. Sono hoka ni wa nani mo naki nari. De cette façon, si l'on veut établir les vicissitudes des modalités de ce monde, yo no dori no utsuri yuku. Le fait est que l'ensemble des choses, issai no ho, n'est-ce pas, ou des choses ou des entités, est contenu ou soutenu, motsu, motsu veut dire n'est-ce pas, tenir à bout de bras, est soutenu par les deux lettres, les deux mots de voie et de principe. Et en dehors de cela, il n'y a rien. Cela nous rappelle bien sûr quelque chose. On se rappellera en effet le poème de la centurie de Naniwa, que nous avions vu il y a quelque temps, n'est-ce pas ? Yoba Yona, n'est-ce pas ? Le monde, oui, le monde. 2 lettres seulement le soutiennent, la voix de Bouddha et le principe de la nature d'entité. Hotoke no Michito, Hosho no Rito. Nous avons pratiquement les mêmes mots, ce qui explique d'ailleurs le caractère un peu très pédestre de ce poème, malgré l'élévation de sa pensée. Nous avons ici Yo, qui est glosé par Issai no Ho, l'ensemble des entités, n'est-ce pas ? Et l'ensemble des entités, Issai no Ho, je vous l'ai dit, est traduit par JN par Naniwa no Koto. N'est-ce pas ? Vous vous rappelez de cette histoire, le toponyme de Naniwa est en même temps Issai Ho, Shoho. Vous avez aussi Motsu dans les deux cas, et vous avez bien sûr Futamoji. Mais ce qui nous a tout particulièrement intéressé lorsque nous avons vu ce poème, ce sont les ajouts ou les gloses que JN donne dans le poème, donc aux 2 caractères Do et Ri, qu'il considère comme juxtaposés. Do, c'est la voix de Bouddha, ce n'est pas n'importe quelle voix, ce n'est pas le Do normal qui est la conduite des hommes. Et le Ri, ce n'est pas non plus le principe des choses que l'on trouve dans le monde ordinaire, c'est la dharmata, n'est-ce pas, l'essence même des choses, c'est-à-dire ce qui relève du monde le plus élevé. Et il est difficile de penser qu'en employant le terme de Hosho no Ri, comme ici dans ce poème, JN n'est pas à l'esprit le 4e des Dori qui est dans le Geijin Mitsukyo et du Yuga Shichiron, n'est-ce pas, le Honi no Dori, le principe d'essence. Nous sommes donc autorisés à penser que ce terme fondamental
omniprésent dans son essai sur l'histoire, soit légitimée aux yeux de J.N. pour expliquer les vicissitudes historiques dans la mesure où elle s'appuie sur un principe directement relié à l'essence des choses. Il voit donc l'absolu derrière le phénoménal. Et on peut même se demander, alors là c'est une hypothèse qui va gagner à être approfondie, mais elle ne pourra être approfondie que par l'étude des grands commentateurs du Tendai japonais du IXe siècle, qui feront le lien entre les deux époques. N'est-ce pas ? On pourrait rapprocher cette idée de la phrase de Kukai dans son Shoji Jisogi, n'est-ce pas, la vérité, la réalité des graphèmes et des phonèmes, n'est-ce pas, Ji étant synonyme de Monji, comme nous avons ici, où il est dit que les lettres, les Bukai no Monji wa Shinjitsu nari, les lettres du plan de Bouddha, n'est-ce pas, l'ultime dimension des 10 mondes. N'oubliez pas que nous sommes aussi dans cette vision chez J.N., vous vous en souvenez. Donc les graphèmes du plan de Bouddha, c'est-à-dire ceux qui révèlent directement le Hosho, hein, le plan de Bouddha, c'est aussi le Hokkai, c'est-à-dire le Dharmadhatu, hein, eh bien, ils sont réels Shinjitsu. Vous voyez que nous avons une idée très proche. Mais revenons à l'exposé sur Shotoku. Dans le monde de l'histoire phénoménale donc qui est le nôtre, J.N. distingue deux dimensions, deux qualités du principe. Le Dodi, donc, il y a Keichu, le léger et le grave. Nous pourrions aussi parler de principal et de secondaire, ou mieux, en revenant à nos deux vérités, de l'authentique et du vulgaire. La raison en est que de l'action de la légitimité des actions de Shotoku Taishi, que les émanations extraordinaires, imijiki gonja towa, n'est-ce pas, ne sont ainsi considérées que lorsqu'elles ont disparu, lorsqu'elles sont mortes, ou c'était Nochi. Bien que Shotoku Taishi fût un tel personnage, Imiji Towa Mosedomo, fut un tel personnage extraordinaire à son époque. Alors, bien que Shotoku Taishi fût un tel personnage extraordinaire, à son époque, il ne fut considéré que comme un homme ordinaire. Tada no shito ni koso omoi mairasete aru ga. Et quand il était tout jeune, il se conduisait, Osanashi, n'est-ce pas, il se conduisait bien sûr comme tous les enfants. Mais alors qu'il n'avait que 16 ans, alors là, comment traduire utaru, n'est-ce pas, utsu, et utsu, ça veut dire bien sûr tuer, n'est-ce pas, frapper et tuer, je le traduis par éliminer, c'est un peu comme dans les films de thriller, n'est-ce pas, il élimina Mononobe no Moriya, qui, à coup sûr, détruisait la loi bouddhique, Masashiku Buppo o Horoboshikeru. Il détruisait la loi bouddhique. Ce qu'il accomplit, le Sata Seshi, n'est-ce pas, ce qu'il accomplit en plein accord avec son allié, le grand ministre Umako no Otomi, qui était son aîné, Otonashiki Daijin. Otonashi, n'est-ce pas, alors, Shotoku Taishi n'avait que 16 ans, Umako était bien sûr un homme dans la force de l'âge, qui jouissait d'un grand pouvoir politique. Yoni Issei Adite. Alors vous voyez ce qu'il y a derrière, ce n'est pas dit explicitement, mais en quelque sorte, Shotoku Taishi, qui n'avait pas encore Issei, de pouvoir politique, eh bien, s'est appuyé sur celui de Umako pour perpétrer ce meurtre. Et tout cela grâce à la puissance de discernement du prince. Taishi no sen no shikara ni wa narishika. Sen, je le prends ici au sens de discernement. Bon, on peut en discuter, je donne simplement mes conclusions. Comme exemple du Dori se développant dans la dimension supérieure, J.N. va donc entreprendre de justifier cet épisode choquant, on l'imagine sans peine, pour tous les lettrés de son époque, du meurtre d'un empereur. Ce grand ministre Umako était à l'évidence le modèle, n'est-ce pas, Tehon,
du grand ministre converti au bouddhisme. Alors qu'un tel, alors je suis la phrase un peu très parlée de J.N., alors qu'un tel ministre, c'est le complément d'objet direct, un souverain dépourvu de toute vertu, ce sont des choses extraordinaires, Skoshimo tokumo owashimasazu, un souverain kokuo dépourvu de toute vertu, et qui n'était monté sur le trône que parce qu'il était le fils de l'empereur Kimmei eût cherché à le tuer, et il est assez normal qu'un souverain monte sur le trône parce qu'il était le fils de l'empereur qui le précédait, n'est-ce pas? Umako, le grand ministre, de par la force de sa foi en le bouddhisme, n'est-ce pas, Buppo Shinjitaru Shikara Nite, se débarrassa, Ushinai Tatematsuru Tsuru, d'un tel roi, Kakaruo, très dépréciatif, avant que lui-même ne fût tué, légitime défense. Telle est la seule portée de l'événement. Vous voyez qu'ici intervient le mot omomuki. Tada kono omomuki nari. Tel était l'ordre des événements. Il n'y a pas à chercher d'autre chose. Une sorte de légitime défense, mais si c'est l'empereur qui cherche à tuer le ministre, il est en général accepté que c'est l'empereur qui a raison, n'est-ce pas? Mais ici, non. C'est le contraire. L'empereur n'ayant aucune vertu personnelle. Toku, le toku de Shotoku aussi, n'est-ce pas? Ainsi donc, Saraba, prétendre que cela serait arrivé parce que l'empereur aurait détruit la loi bouddhique dans notre royaume, comme le faisait Moriya, cela ne se peut faire. C'est pas Sorewa et Saaru Majiki Nari, une sorte d'interdiction morale. On ne doit pas penser que l'empereur Sushun a été tué parce qu'il menaçait la loi bouddhique. Ce n'est pas la loi royale qui interfère sur la loi bouddhique. Pour Shotoku, alors, je vous accorde que c'est tiré par les cheveux, mais pour Shotoku Taishi, le meurtre de Sushun n'est pas du tout la même chose que le meurtre de Moriya. Ce sont sur deux plans différents. Faire de la loi de Bouddha et de la loi royale, il nous explique pourquoi, des adversaires directs, Hitahata no kataki ni nashite, et prétendre que c'est la loi de Bouddha qui l'aurait emporté. Buppo kachinu to iwan koto wa kaerite buppo no tame kizu nari. Et prétendre que la loi de Bouddha l'aurait emporté revient au contraire à faire tort au bouddhisme. Ce n'était pas l'opposition des deux lois ici. Nous sommes vraiment sur deux domaines différents. Et voici la conclusion de J.N., qui nous apparaît d'une fort habile casuistique, digne d'un autre ordre religieux que le sien, n'est-ce pas? C'est plutôt jésuite que Tendai. Voici ce qu'il dit. Des meurtres comme ceux de Moriya ne sont pas perpétrés par la loi bouddhique. C'est la loi royale qui se débarrasse des mauvais ministres, les Wadoki Shinka, n'est-ce pas? Je crois que... attendez, c'est peut-être... Excusez-moi, il y a une partie qui a sauté ici. En tout cas, donc, je ne vous donne des meurtres comme ceux de Moriya ne sont pas perpétrés par la loi bouddhique. C'est la loi royale qui se débarrasse des mauvais ministres, Wadoki Shinka, car ils détruisent les joyaux qui favorisent la loi royale, n'est-ce pas? C'est Obo no tame no takara o horobosu yuenari. Car donc, les mauvais ministres ne sont pas mauvais ministres parce qu'ils ne sont pas bouddhiques, c'est parce qu'ils portent atteinte à la loi royale. Afin d'établir le principe correct, n'est-ce pas? Mono no dori o tatsuru yo wa korema makoto no dori ni te wa haberu beki. Afin donc d'établir le principe correct de l'action politique, c'est celle-ci, le principe réel, authentique, qui compte. Avec une subtilité rendue d'autant plus difficile à saisir en toutes ses nuances que le style de J.N., comme nous l'avons déjà remarqué, est fort relâché, puisqu'il est évident qu'il écrit au fil du pinceau, cherchant à peine à faire correspondre la syntaxe à sa réflexion, notre moine, donc, cherche à rendre cohérent dans son système des deux vérités, et ici des deux lois, l'un des plus grands scandales de l'histoire japonaise.
ce n'est pas seulement qu'un empereur régnant eût été tué, mais c'est qu'il a été assassiné en pleine conspiration au sens étymologique, respirer ensemble, n'est-ce pas, Hitotsu kokoro nite, avec le parangon du souverain bouddhique éclairé, le prince Shotoku, dont on nous répète ici qu'il est un avatar de Kannon, qui est le point fondamental. On voit la plaidoirie de Jien. Il s'agissait d'abord d'un cas de légitime défense. Cela paraît certes incongru, mais Jien ne veut pas que l'empereur ait été tué parce qu'il s'opposait à la loi bouddhique. Cela reviendrait en effet à dire qu'il y avait une opposition frontale, Hitahata no Kataki, entre les deux lois, ce qui est impossible, anathème, dans la vision de Jien. Moriya, le mauvais ministre, a bien été éliminé par la loi royale en tant que danger pour la loi bouddhique, mais la situation est tout autre pour l'empereur, sans que Jien puisse aussi trancher ici aussi clairement que pour l'affaire Moriya. Une chose est certaine cependant, c'est ici l'idée la plus haute du Dori qui est en action. Pour Jien, cela signifie que la loi royale est l'auxiliaire, l'appui, l'instrument de la loi bouddhique, mais que celle-ci n'est jamais entachée par ce qui pourrait être jugé comme moralement douteux dans l'application de la loi royale. Et en même temps, la loi bouddhique soutient Mamoru, la loi royale. Nous allons voir au prochain cours comment Jien va poursuivre sa réflexion, qui nous apparaît comme si subtile, surtout à mon sens en raison de son indécision même. N'oublions pas en effet l'époque de crise dans laquelle il vit, une époque où la puissance impériale est profondément remise en question par la venue au pouvoir des shoguns. Il n'y a pas d'empereur assassiné, mais qu'en est-il à l'époque de Jien? Mais qu'en est-il de la loi royale? Comme nous l'avons vu, le pouvoir impérial est pour Jien duel. C'est l'empereur et le régent. Shotoku apparaît comme la personnification de toutes les possibilités. Il est bodhisattva, il est grand docteur chinois, c'est la réincarnation de Huese, il est presque empereur et il est effectivement régent. On comprend pourquoi notre moine, en ces temps si troublés, retourne sans cesse ses actions, même les plus troublantes, en y cherchant l'explication et la justification de ce qu'il vit lui-même. Nous poursuivrons donc au prochain cours notre examen de ce que Jien trouvait du principe dans son enquête historique. Merci beaucoup pour aujourd'hui.